Bonjour Yann Rousseau, comment allez-vous? Comment vas-tu puisqu'on se tutoie dans la vraie vie? En off, on se tutoie. Bonjour Romain, bien merci. Bien merci. Merci beaucoup d'être là avec nous. On va parler de s'installer à New York et enregistrer ton témoignage là-dessus sur s'installer à New York. Alors, on a marqué en 2025 parce que l'idée, c'est qu'évidemment, il y a la rentrée en 2025 et que c'est important pour certaines personnes, mais évidemment, ce webinaire s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à investir en général à New York et aussi ailleurs, en dehors de New York, puisque évidemment, Barnes est présent dans d'autres lieux que autour de New York, évidemment d'autres lieux dans le monde, mais et tu gères d'autres agences qui sont autour de New York. C'est bien ça, Yann? Ouais, absolument. On tenait effectivement à faire ce webinaire juste avant les congés de fin d'année parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de nos clients qui viennent en repérage en fin d'année, pendant dans les fêtes de Noël, du nom, et parce qu'ils ont comme ambition, pour volonté de venir s'installer à New York en 2025. Donc, selon les situations familiales, les situations professionnelles, ça peut se faire avant la rentrée, mais c'est vrai que beaucoup vont se positionner plutôt sur la rentrée de septembre 2025 et donc faire un premier repérage maintenant. Donc voilà, on essaye de répandre l'information, la bonne parole, toujours un petit peu avant les vacances, tant que possible. Écoute, je te laisse faire dérouler ta présentation autour Allez. du thème s'installer à New York. Oui, merci bien, merci bien. Donc, commencer par présenter Barnes pour ceux qui ne connaissent pas. On est leader en France, on est leader en Suisse, on a présent dans 21 pays avec environ 1500 personnes donc qui s'occupent principalement d'immobilier, mais également d'autres choses. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on cumule environ 7 milliards d'euros de ventes par an. Et nos implantations sont bon, majoritairement, bien évidemment, en Europe avec grosso modo toutes les grandes capitales qui sont couvertes. Après, on a des destinations qui sont un petit peu plus exotiques, hein. Donc Afrique et Moyen-Orient, avec donc Dubaï, le Maroc, l'île Maurice, Turquie, Israël, qu'on vient d'ouvrir l'année passée. Une bonne présence également en Europe de l'Est, mais de ce côté surtout de l'Atlantique, pour ce qui nous concerne. Un bureau historique à Miami et à Saint-Barth. On a ouvert il y a quelques années déjà un bureau à Montréal au Canada et plus récemment à Portland dans le Maine, pour des raisons de vignobles tout simplement. Et ce bureau new-yorkais que je dirige existe maintenant depuis une dizaine d'années. J'en ai pris la direction il y a maintenant 6 ans. Il s'agrandit, voilà, gentiment. On rayonne toujours depuis le centre de Manhattan avec nos bureaux actuels qui sont à côté de Bryant Park. Nous avons ouvert en fait on ouvre des agences à mesure qu'on suit notre communauté, qu'on suit notre clientèle, principalement francophone, d'expatriés ou d'investisseurs. Et du fait de l'implantation d'une école française de très grande taille qui est à Larchmont dans le Westchester. En fait, il y a une vraie demande francophone sur le comté de Westchester, donc on a ouvert un autre bureau à Larchmont. Après, voilà, l'État le plus direct au nord étant le Connecticut avec Greenwich, qui reste à portée de tir de Manhattan aussi, beaucoup de demandes. Donc nous sommes licenciés également sur le Connecticut et bien évidemment sur le New Jersey, juste de l'autre côté de l'Hudson, donc très proche de Manhattan. Donc on est voilà récemment licencié là-bas. Donc des agences physiques à Manhattan et à Larchmont et après on peut opérer sur l'ensemble de ce qu'on appelle le Tri-State Area, New York, New Jersey, Connecticut, avec une équipe d'une vingtaine d'agents qui parlent 10 langues, bien évidemment le français, et un service dédié de gestion de propriété pour ceux qui souhaitent faire un investissement locatif ou tout simplement un investissement de type pied-à-terre, donc qui nous permet donc de nous occuper de leur appartement en leur absence. Et on peut se priver de mentionner également la dernière opération de Barnes, qui est donc Maison Barnes New York, qui donc a ouvert l'année dernière. Donc, et, principalement une opération entre Barnes et Daniel Boulu, qui est un des chefs français les plus connus aux États-Unis, et avec divers offres de restauration et d'événementiel. Et nos bureaux vont d'ailleurs être relocalisés au sein de Maison Barnes à partir de l'année prochaine. Donc, voilà pour la petite présentation de qui nous sommes. On attaque le Cette marché. présentation, Voilà. voilà, cette présentation, je vais essayer de montrer un petit peu quels sont les types de biens dont on peut faire acquisition.
parler un petit peu de prix, de zone, et puis après montrer deux, trois exemples. C'est à peu près ça l'idée, et puis donc donner le processus à la fois donc pour l'achat, mais aussi de la location, hein, et donner les ordres d'idées de la même manière de prix à l'achat et à la location. Sur, disons que si on caricature un peu, si on simplifie, vous pouvez acheter deux types de biens à New York ou dans la zone, ce sont les appartements et les maisons individuelles. Les appartements, vous avez deux options qui sont les condominiums, les coopératives. Donc c'est une petite distinction juridique entre les deux qui malgré tout n'est pas neutre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de coop à Manhattan qu'il n'y a de condos, et que les condos sont bien plus chers que les coops. Donc souvent, quand nos clients font des recherches par eux-mêmes et ils vont sur divers sites et ils me disent, bah, j'ai trouvé là, ce super appartement à 500 000 dollars, je souhaiterais faire l'acquisition soit pour un investissement, soit pour un pied-à-terre, donc on explique, oui, mais c'est une coop, c'est pas un condo. Et donc forcément, ça va être moins cher, il y en a beaucoup plus, mais c'est pas forcément le bien qui va vous correspondre. Pourquoi? Donc le condo, c'est vraiment l'équivalent de la copropriété à la française, hein. Donc le type de propriété de notre appartement, il y a un pourcentage des parties communes, on paye une taxe foncière individuelle, euh, et puis bah, on a toute liberté relative sur, voilà, sur l'acquisition, sur la vente, sur la mise en location, voilà, ce genre de choses. Après, évidemment, il y a des règles, mais ça, c'est jamais euh, très, très impactant. Voilà. Par opposition justement à la coop, où elle, on va avoir des restrictions fortes à l'entrée et à la sortie. La coop, en termes de structuration juridique, ce qui ne change pas grand-chose, vous, à votre utilisation, vous utilisez toujours votre appartement, celui que vous avez décidé, mais en réalité, ce que vous avez acheté, c'est que vous avez acheté des parts dans la société qui détient le bâti. Donc le bâtiment appartient à la société des copropriétaires, vous avez acheté des parts dans cette société, et on vous octroie l'utilisation, évidemment, de votre bien, celui que vous avez choisi. Et faire attention toujours avec la coop, parce que parfois, même la société des copropriétaires n'est pas propriétaire du terrain. Donc en fait, vous êtes beau propriétaire de votre appartement, en théorie, vous payez quand même un loyer à quelqu'un qui possède le terrain en dessous de vous, et qui d'ailleurs, peut-être dans 50 ans, 60 ans, 75 ans ou 100 ans, désirera le reprendre, ou continuera à vous augmenter le loyer chaque année. Mais pour ce qui concerne vraiment nos clients, c'est vraiment les restrictions, donc comme je disais, à l'entrée et à la sortie. C'est-à-dire que vous faites l'acquisition de votre bien, vous vous mettez d'accord avec le propriétaire, donc le vendeur, vous êtes d'accord sur les termes, et après vous devez passer donc l'entretien avec la société des copropriétaires qui peut vous refuser sans vous donner de raison. Voilà. Donc, quand bien même le vendeur veut vous vendre, vous voulez acheter, la société des copropriétaires, les voisins, tout simplement, veulent pas de vous dans le building, ils n'ont pas besoin de se justifier. Donc c'est forcément assez frustrant quand on est acquéreur, mais c'est d'autant plus frustrant quand on est vendeur. Donc autant vous dire que c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de la vente. On ne sait jamais si on va arriver à vendre une coop. Et après aussi pour beaucoup de nos clients qui souhaitent investir pour faire du locatif, bien tout simplement, beaucoup de coops, la plupart des coops n'autorisent pas la location. Ou elles vous autorisent la location peut-être 2 années sur 5, ou après X années de propriété, et vous mettent en plus des frais supplémentaires pas neutres du tout. Donc vraiment, la coop, c'est un bon plan si on est en résidence principale, si on est souvent de, voilà, je dirais de nationalité américaine ou du moins avec une carte verte, avec des revenus aux États-Unis, avec un historique qui fait que tout le monde va être rassuré sur votre capacité à vivre là-bas. Pour les étrangers, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et de la même manière aussi, quand on va vouloir louer, si on veut louer un appartement, vous aurez le choix entre ce qu'on appelle les rental buildings. Donc ça, ce sont des immeubles simplement de location qui appartiennent à un propriétaire qui a un immeuble avec 200, 300 appartements et qui lui va louer directement. Donc là, il y aura aucun problème. Vous aurez la location en condominium. Là, vous vous mettez d'accord avec le propriétaire. Vous avez derrière ce qu'on appelle un board package, c'est-à-dire un petit peu de dossier de candidature à faire auprès du condominium, mais cela, c'est uniquement, c'est une formalité administrative qui tient à vérifier que vous n'avez pas d'antécédents criminels, entre autres choses, d'antécédents d'éviction. Par contre, si vous essayez de le louer en coop, de la même manière, vous êtes potentiellement d'accord avec le propriétaire qui veut vous louer l'appartement à un certain prix, vous voulez le prendre, vous allez faire votre candidature auprès du board de la coop qui va vous dire non. Pourquoi? Eh ben, on ne saura pas. Voilà. Donc, pour les appartements, toujours garder ça à l'esprit, le condo, la coop, absolument pas la même chose. Si
En revanche, on n'aime pas les appartements et qu'on souhaite des maisons individuelles. Donc, vous avez la maison individuelle, ce qu'on appelle single family home. Donc, ça, c'est vraiment en dehors de New York City. Donc, les zones dont on parlait, Westchester, Connecticut, quand on s'éloigne dans Jersey et Queens, quand on s'éloigne un petit peu, New Jersey, il va y en avoir également beaucoup. À New York City, on parle plus de townhouse, qui sont des maisons mitoyennes. Ça reste de la maison individuelle. Vous êtes propriétaire du terrain, de la maison, vous n'avez pas de société au-dessus de vous, vous n'avez pas de board, pas de condo, pas de coop. Appelle ça des townhouses, il y a d'autres mots. Elles sont concentrées sur quelques quartiers de Manhattan, il y en a quand même en plus grande quantité sur Brooklyn et sur Queens. Et après, vous avez ce qu'on appelle la multifamily. La multifamily, ça, c'est un immeuble d'appartement. Voilà. Mais un appartement qui va tout simplement, à partir du moment où vous en avez deux, bah, ça devient deux appartements, ça devient un multifamily. Mais ça peut monter évidemment bah, autant que possible. Les loyers peuvent être encadrés à partir du moment où on est sur 6 unités et plus. Donc, toujours faire attention quand on fait l'acquisition d'un bien multifamilier à New York. Après, il peut y avoir des possibilités d'usage mixte, d'occupation partielle. C'est-à-dire que par exemple, sur un multifamilier, vous pouvez avoir 5 appartements, comme vous voyez sur la photo, et en bas un commerce. Donc ça permet d'avoir voilà, des revenus plus élevés quand on fait de location commerciale. Et vous pouvez avoir aussi une occupation partielle, c'est-à-dire que vous avez 5 appartements. Vous pouvez vous en garder un en pied-à-terre, louer les autres, ou tout simplement tous les louer. Quand il y a une rotation d'appartements, vous pouvez vous venir passer une semaine ou 2 semaines, ce genre de choses. Donc ça vous permet d'avoir une utilisation partielle plus intéressante. Et pourquoi je mentionne ça? C'est pour aussi répondre à une question qui nous est souvent posée, à savoir, peut-on faire du Airbnb à New York? Et la réponse, pour simplifier, est non. Voilà. La ville de New York a été très agressive vis-à-vis de Airbnb et de ses petits camarades. Donc, en fait, à New York, un propriétaire individuel n'a pas le droit de faire de la location en dessous de 30 jours. Quand il est, et donc ça, c'est-à-dire que la ville l'autorise, ça ne veut pas dire que votre copropriété l'autorise. Et dans la très très grande majorité, comme j'expliquais déjà, les coops n'autorisent pas forcément la location. Les condominiums vont autoriser la location, mais la plupart d'entre eux vont imposer des baux minimum d'1 an, parfois 6 mois, parfois 3. En tous les cas, il n'y aura aucune copropriété qui va autoriser moins d'un mois parce que la ville ne l'autorise pas, à moins d'être un hôtel. Euh, mais si vous faites l'acquisition donc d'une townhouse ou d'un multifamily, vous êtes propriétaire de votre bien, donc vous mettez les règles que vous voulez, à partir du moment où vous respectez la législation de la ville. Donc vous pouvez louer à partir de 30 jours, tout simplement. On a des baux de 30 jours. Donc sur un multifamily, vous avez, mettons, 5 appartements. Vous voulez tous, en fait, au mois, et puis entre les locataires, vous pouvez venir comme vous voulez. C'est à peu près l'intérêt de ce genre d'exercice. Euh, et donc, c'est le travail de votre agent immobilier de vous expliquer toute cette législation et de bien cadrer le projet avec vous, parce que l'usage que vous voulez en faire maintenant, c'est une chose, mais pensez à dans un an ou dans 5 ans. Est-ce que vous voulez revendre? Est-ce que vous voulez louer? Est-ce que vous voulez court terme? Est-ce que vous voulez mettre quelqu'un? Dans les coopératives, vous pouvez pas forcément mettre vos enfants. On peut pas acheter en société. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. On peut pas financer souvent aussi. Et après, évidemment, localisation, ça, on vous explique où est-ce que c'est placé. C'est pas parce que la localisation vous plaît qu'elle est forcément adéquate pour diverses raisons. Et notamment, en fait, eu égard au zonage scolaire et au trafic, au réseau de transport. D'une ville à une autre voilà, dans ce qu'on appelle la grande banlieue new-yorkaise, suburbia, vous pouvez avoir des prix qui sont vraiment différents. Pourquoi? Parce que l'accès à Manhattan est plus complexe ou les moins, ou parce qu'il y a une école qui performe très très bien dans cette zone ou l'autre. Et si on est juste de côté du périmètre, évidemment, bah, c'est tout simplement plus la même. On parlait un petit peu de prix pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Donc quand on parle de New York City, donc là vous voyez vraiment New Jersey qui est à l'ouest, Connecticut qui est au nord. Quand on regarde à l'est, donc ça va être Long Island City, les Hamptons, mais la ville de New York en fait, qui appartient à l'État de New York, mais la ville de New York c'est donc 5, ça s'appelle Borough, qui va en arrondissement, qui serait Staten Island, dont on travaille très peu cette zone-là. Manhattan bien évidemment notre cœur de cible. Brooklyn et Queens, on travaille principalement sur la zone proche de Manhattan, c'est-à-dire la partie côtière de Brooklyn et du Queens. Donc il va aller, si on simplifie, de Red Hook à Long Island City, Astoria, pour ceux qui connaissent, mais bon, toute la partie côtière. Et après au-dessus le Bronx, sur lequel effectivement on a peu d'activité. Mais bon là, ces graphes de prix donnent vraiment un ordre d'idée voilà, de la différence notoire entre Manhattan et le reste. Manhattan est vraiment très au-dessus de Brooklyn, qui est également très au-dessus du Queens et après du Bronx. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que
New Jersey aussi est beaucoup moins cher. Mais plus on est proche de Manhattan, évidemment, et plus les prix sont quand même relativement sensibles et proches de Manhattan. C'est-à-dire que Brooklyn, c'est un borough qui est extrêmement grand. Là, on a des prix qui sont des prix de moyenne sur l'ensemble du borough. Mais si on se trouve sur Williamsburg, Brooklyn Heights ou Dumbo, on va avoir des prix qui sont quand même relativement semblables à Manhattan. Et c'est ce qu'on voit bien d'ailleurs, notamment sur cette carte. Vous voyez que donc toute la partie Manhattan, donc on est en rouge, c'est-à-dire le plus cher. Et après sur Brooklyn et Queens sont les parties qui sont les plus proches de Manhattan, qui sont également les plus chères. Voilà. Avec donc toujours les mêmes quartiers qui performent, hein, à savoir donc toute la partie côtière de Brooklyn, Dumbo, Williamsburg, et après sur une partie un peu plus à l'intérieur où il y a beaucoup de maisons de ville. Euh, où il y a une bonne communauté française parce qu'en fait, il y a des écoles publiques américaines qui font un enseignement français, du côté de Carroll Gardens, donc à côté de Gowanus, comme on a ici, ou Cobble Hill, ou ce genre de zone. Mais sur Manhattan, on reste toujours sur les mêmes Soho, Tribeca, Village, et un petit peu Upper East Side, un peu West Side, dans une autre mesure. On a, Hudson Yards est toujours en haut du classement, mais c'est une anomalie, c'est parce qu'à Hudson Yards, il n'y a que du programme neuf. Les programmes neufs sont mécaniquement beaucoup plus chers que les ventes dans l'ancien. Donc c'est pour ça que les prix de Hudson Yards sont très élevés, mais c'est pas vraiment un quartier qui est en extrêmement forte demande. Je vous parler un petit peu des processus d'achat qui sont, disons en théorie, en logique, qui sont relativement similaires qu'on travaille sur New York, sur Connecticut ou New Jersey, juste les formalités sont différentes. Sur New York City, s'entend, c'est vraiment, il y a une importance très forte de l'avocat qui va préparer le contrat de vente. Vous ne signerez pas de contrat de vente qui soit préparé par votre agent. Donc en fait, sur New York City, vous faites vos visites avec votre agent, vous présentez votre offre et l'offre de la même manière n'est pas formelle. Votre agent va envoyer tout simplement un email au vendeur avec une preuve de fonds, un engagement de financement. Ça, c'est très important de montrer qu'on a la capacité effectivement d'acquérir le bien et ça doit être fourni au moment de l'offre. Pas besoin d'avoir une lettre certifiée de votre banquier ou de votre comptable, mais tout simplement une capture d'écran d'une balance bancaire suffisante ou une lettre d'engagement de financement suffit. Et après, donc l'agent du vendeur va répondre. Et à ce moment-là, ça passe chez les avocats qui eux préparent le contrat. Et pendant que les avocats préparent le contrat, votre avocat également va vérifier les antécédents sur la propriété, notamment si c'est en copropriété, dans un condominium ou une coop. Donc, il va vérifier donc, tous les antécédents, les finances, les copropriétaires, ce genre de choses. Vous, à ce moment-là, vous pouvez faire une inspection professionnelle ou non. Sur un appartement, ça peut se débattre. Sur une maison individuelle, une terrasse, une multifamille, il faut toujours faire une inspection. Et une fois que l'inspection est réalisée, qu'on voit qu'il n'y a pas de vice caché, que le contrat a été négocié, à ce moment-là, vous allez signer le contrat préparé par votre avocat et verser 10%. Ce contrat est ensuite envoyé au vendeur avec vos 10% qui va contresigner. Et ensuite, bah, grosso modo, c'est assez rapide si c'est une maison individuelle parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre formalisme. Si vous achetez en copropriété, il y aura donc ce fameux board package, comme j'en parlais tout à l'heure, donc qui est le formalisme de candidature auprès des copropriétaires. Si c'est du condo, uniquement un formalisme administratif. Ça reste intrusif, il faut quand même montrer beaucoup de papiers, voilà, des relevés fiscaux, des relevés bancaires, ce genre de choses, des lettres de référence, des pièces d'identité. Si c'est une coop, c'est tout aussi intrusif, voire plus, et il y a souvent un entretien derrière pour faire valider. Donc c'est pas toujours évident. Quand on est sur une transaction cash où il n'y a pas de financement, on va pouvoir boucler ça en 30 à 45 jours. Quand on est en copropriété, si c'est un condo, on va être 30 jours. Si c'est une coop, ça peut faire 45, 60 jours s'ils prennent beaucoup de temps. Parfois, les coops ne se réunissent qu'une fois par mois. Donc si on a raté le coche, il faudra attendre le mois suivant. Si on achète une maison individuelle, en 15 jours, ça peut être tout à fait bouclé. Et après, il faut rajouter environ un mois pour quand il y a un financement. Et donc ça, pour le financement, il y a d'autres étapes à réaliser, mais au-delà bien évidemment de votre qualification vous personnelle, la banque va devoir qualifier également le bien et la copropriété. C'est-à-dire que la banque va envoyer un évaluateur, ce qu'on appelle une appraisal, pour vérifier le montant du bien. Et si elle estime que vous achetez à un montant qui est trop élevé, elle vous dira qu'elle vous finance plus sur l'ensemble du montant, mais sûrement sur le montant que elle a évalué être la valeur de marché. Elle va également regarder en fait la santé financière de la copropriété, si c'est un appartement. Et si elle estime que la copropriété n'est pas en santé financière suffisante, elle vous refusera le financement.
Si elle estime qu'il y a trop de locataires par rapport à des propriétaires, souvent elle peut refuser le financement. Donc d'autres étapes quand on finance, mais disons, voilà, si on veut garder un délai à l'esprit, normalement en 3 mois, grand maximum, on peut arriver à clôturer une acquisition sur New York. Quand on est sur le Connecticut, quand on est sur d'autres parties de l'État de New York, quand on est sur New Jersey, votre agent vous préparera le contrat de vente. C'est un contrat préformaté. Il a le droit de remplir que les blancs, il n'a pas à changer de contrat. Et cette fois-ci, là, vous engagez vraiment quand vous signez le contrat. Donc, faut toujours faire attention à ce niveau-là, parce qu'en fait, derrière, vous avez effectivement le droit de faire une inspection, mais cette inspection ne vous donnera pas le droit de le retirer, à moins qu'il y ait vraiment, voilà, un vice caché suffisamment matériel et important pour pouvoir remettre en cause la vente. On va parler, après je donnerai quelques exemples, mais pour donner un petit peu des ordres d'idées de prix, alors déjà ça vous montre l'évolution des prix sur les 10 dernières années, donc ce qui n'est pas toujours forcément facile à appréhender pour beaucoup de gens. Voilà, disons que grosso modo, on était, pour ce qui concerne Manhattan, il y a 10 ans, on était aux alentours du million, donc là on est sur un prix médian, et maintenant monté à environ 1,2 million. Avec voilà, beaucoup d'écart. On voit que sur Brooklyn, on a eu vraiment une augmentation très très forte. On a quasiment doublé en 10 ans. La pandémie a beaucoup servi Brooklyn à cet égard, avec beaucoup de gens qui sont sortis de Manhattan pour se mettre. De nouveau, Brooklyn, c'est assez grand, donc on peut se mettre suffisamment à l'écart. Mais des ordres d'idées de prix, si on veut acheter un studio ou voilà, one BR, donc un BR c'est one bedroom, c'est une chambre. Un studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, vous voyez la différence de prix déjà entre condo et coop. Mais les tickets d'entrée, Manhattan, pour acheter un studio en coop, on va être quand même aux alentours des 400 000 dollars pour commencer. En condo, on va être facilement déjà à 700 000. Coop, une chambre, on va être à 700 000 dollars en entrée. On va aisément dépasser le million de dollars pour du condo sur Manhattan. Et après, bon, bah, ça continue comme ça de manière croissante. Pour vous parler maintenant de location. Donc location, ce qui est important, c'est, je dirais, comme de la même manière qu'on peut avoir en France, il faut se constituer un dossier qui soit suffisamment dense pour qu'on vous pose pas de questions. Voilà. Euh, donc, on monte à peu près ce qu'on veut, évidemment, pièce d'identité. Si on peut monter des bulletins de salaire, très bien. Si on peut monter des relevés bancaires, si on peut monter des relevés fiscaux, des lettres d'employeur, des lettres de référence, des garanties. Donc, on essaie de compiler tout ça. Et parce qu'en fait, la décision revient toujours au propriétaire. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Le propriétaire pourra regarder votre dossier, le refuser, ou l'accepter sans forcément avoir pareil, de besoin de se justifier. L'ordre de grandeur, il faut arriver à justifier d'environ 40 fois le montant du loyer en revenu annuel. Vous voulez un loyer à 5 000 dollars, il faut arriver à justifier de 200 000 dollars de revenus sur l'année. Il n'y a pas, il n'y a plus de possibilité, la loi a changé, il n'y a plus de possibilité pour un locataire de verser des mois de loyer d'avance, de verser des cautions supplémentaires. La loi new-yorkaise a changé à cet égard en se voulant plus protectrice des locataires. Ce qui fait que maintenant, les locataires n'ont plus le droit que de verser le premier mois de loyer, un mois de caution, les commissions d'agence, éventuellement. Est-ce que la Ce qui loi, fonctionne très bien, en fait. est-ce que la loi a eu l'impact espéré ou ça a été l'inverse finalement? Elle a eu l'impact espéré dans le sens où, justement, pour les locataires domestiques américains, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas aller au-delà de 2 mois. Donc ça a été plutôt positif pour eux, ce qui était d'ailleurs le but de la loi. En revanche, pour les locataires étrangers ou pour les locataires qui n'ont pas forcément d'historique suffisant, qui montrent des revenus Ah, réguliers ou qui peuvent avoir des revenus erratiques, par exemple pour les gens qui travaillent sous commission, pour les gens qui ont fait l'acquisition d'une société mais qui n'ont pas de revenus réguliers, mais pour eux, ils n'ont plus la possibilité, comme ils avaient avant, de simplement de payer un an de loyer ou de donner 6 mois de caution. Voilà. Donc ça, c'est plus possible, c'est devenu illégal. Donc la nature ayant horreur du vide et les États-Unis étant un pays par essence très mercantile, bah, les sociétés d'assurance tout simplement se sont positionnées et offrent maintenant des garanties de loyer impayés chargées aux locataires. C'est plus le propriétaire qui va prendre une garantie de loyer impayé, c'est le locataire qui va prendre cette garantie. Ça va lui coûter environ entre 3 et 4 semaines de loyer, selon les montants des loyers. Et il va venir voir le propriétaire en disant, vous voyez, j'ai ma garantie de loyer impayé. Donc, quand bien même mon dossier ne coche pas toutes les cases que vous souhaiteriez y voir,
sachez que dans tous les cas, vous serez payé par la compagnie d'assurance qui garantit mon dossier. Si on vient avec un garant externe qui n'est pas dans cette garantie commerciale, un garant privé, il faudra qu'il justifie lui de 80 fois le montant du loyer. Un processus de prise de location, ça peut prendre également un certain temps, tout simplement parce que de la même manière, comme pour un acquéreur, vous aurez, si vous faites une location en copropriété, vous aurez ce même board package qui sera de la même manière aussi intrusif et parfois uniquement formel administratif si on est en condo, intrusif, imprévisible, potentiellement erratique si on est en coop, avec des délais qui peuvent varier. Donc, quand on est sur un appartement, on conseille un appartement qui n'est pas dans un rental building, un appartement qui est en copropriété, on conseille plutôt de prévoir au moins un mois, voire 6 semaines pour s'affranchir de tout problème. Si on est sur un rental building ou si on est sur une maison individuelle, une terrasse en général, ça peut être bâché en une semaine. Voilà. Un exemple de prix à la location, donc là de même manière, on peut regarder un petit peu l'historique. Là, on a fait un historique un peu moindre, mais bon, il y a une forte augmentation des loyers en fait depuis 2022. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu beaucoup moins d'acquisitions depuis 2022 du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Beaucoup moins de gens ont acheté, donc beaucoup plus de locataires. Mécaniquement, les prix ont augmenté, ont même flambé, parce qu'on a pris ouais, quasiment 50% d'augmentation entre 2022 et 2024, avec un pic donc au-delà des 4 000 $ pour un prix médian sur Manhattan, qui est vraiment très élevé. Brooklyn, de la manière, forte augmentation. Euh, pour louer un studio sur Manhattan, donc là, par contre, je vous avouerai qu'il n'y a pas vraiment de très grande différence en termes de prix entre condo et coop, hein, ça ne change pas grand-chose. Parce que bon, pour un locataire, en fait, lui, il a pas une fois qu'il est rentré dedans, il n'y a pas de problème ni de sortie, ni de rentrée. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à cet égard. Faut compter voilà, un peu plus de 3 000 $ pour un studio à Manhattan. À peu près le même montant sur Brooklyn. C'est après, quand les appartements deviennent plus grands, qu'il y a une vraie différence. Manhattan, on va facilement rajouter au moins 1 000 $, 1 500 $ par chambre. À Brooklyn, parce qu'il y a quand même il y a un inventaire qui est un peu plus large. Donc sur un 3 bedroom à Brooklyn, on peut en trouver à 4 000 $. Manhattan, en dessous de 6 000, 7 000, ça va être un peu plus compliqué. La question à 100 $, 1 000 $, 10 000 $, les frais et commissions. Euh, Surtout les commissions. En fait, les frais d'acquisition, en fait, quand vous faites l'équivalent des frais notariaux quand vous êtes à l'acquisition, ça va être entre environ 2% si vous achetez cash en dessous d'1 million de dollars. Ça va être à partir de 3% si vous achetez cash au-delà d'1 million de dollars, ce qui est ce qu'on appelle une mention tax, qui fait 1% du montant de la vente dès qu'on achète au-dessus d'1 million. Après, par contre, c'est très progressif. Donc, si on commence à acheter au-delà de 5, 10, 15, ça va aller vraiment très crescendo. Mais bon, voilà, grosso modo, entre 1 et 5 millions de dollars, on aura 3% de frais de clôture, qui est l'équivalent des frais notariaux ou des frais de transfert en France. Si on finance, là, il y a des frais en plus. Donc, il faut rajouter encore 1% si on finance. Pour ce qui est des commissions, historiquement, les commissions d'agence étaient payées par le vendeur. Voilà. Ça a été comme ça depuis, enfin du moins pour ce qui concerne le Tri-State Area, New York, New Jersey, Connecticut. Le vendeur payait les commissions de son agence, les commissions de l'agence de l'acquéreur. Il y a eu un procès, une class action depuis maintenant qui traîne depuis quelques années, dont le jugement a été acté, du moins le settlement, parce que ça n'a pas été jugé, les parties se sont mis d'accord, qui a eu comme impact majeur maintenant de ne plus rendre public, du moins au sein de la communauté professionnelle des agents, on ne sait plus de prime abord si on est payé par le vendeur ou pas. Donc les commissions, bien qu'elles aient toujours été négociables entre les parties, elles le sont d'autant plus maintenant. On ne voit pas encore d'impact majeur où le vendeur ne paye pas de commission à l'agent de l'acquéreur, mais il est probable que ça arrive dans le futur. Donc une autre conséquence inattendue et voilà, je le cache pas particulièrement pénible, c'est que maintenant nous sommes dans l'obligation de faire signer à nos acquéreurs un mandat de recherche. Ce mandat de recherche n'est pas nécessairement exclusif. Barnes ne demande pas de mandat de recherche exclusif à ce stade. Mais ce mandat de recherche dit j'engage Barnes pour me faire une recherche selon les paramètres suivants, ou j'engage Barnes à me montrer cette propriété et le commissionnement sera de temps et il sera payé par X, Y ou Z. En pratique, comment ça se passe?
on vous demande un mandat de recherche qui est non exclusif, on met un montant donc minimum de commissionnement, et pour chaque propriété que nous irons voir, on vous annoncera en amont de la propriété, d'aller voir la propriété. Cette propriété, sachez que de prime abord, le vendeur nous annonce qu'il nous rémunérera, nous, agence de l'acquéreur, X%. Donc sachez que dans le cas d'espèce, si jamais le deal se fait, nous serons payés, donc vous n'aurez rien à régler. Ou inversement, le propriétaire ne nous paye pas ou ne nous paye que X, et nous, notre tarification fait qu'il y aura un gap à combler. Donc pour chaque propriété, ça, on vous l'explique. C'est un buyer's broker agreement, donc qui peut être aussi modulable, qui peut varier en fonction de la propriété, parce qu'on sait par exemple sur certaines propriétés, on est payé moins en plus, donc vous faire changer ce mandat à mesure qu'on avance, de sorte que vous ne trouviez pas dans une situation où vous deviez payer un montant de commissionnement que vous n'auriez pas accepté en amont. Mais ça varie vraiment, c'est-à-dire que voilà, il est vrai que sur New York City, on était encore assez régulièrement maintenant, et on l'est toujours, rémunéré par le vendeur entre 2,5 et 3%. Sur Westchester, on est plutôt à 2%. Sur Connecticut, on est plutôt à 2,5%. Sur New Jersey, on est plutôt à 2,5%. Ça dépend. Sur Brooklyn, on est souvent pas rémunéré. Donc, tout varie. Euh, voilà, c'est un exercice maintenant différent qui fait qu'on est obligé de vous faire signer un mandat de recherche en amont, de manière tout simplement par obligation légale. À la location également, ça a évolué. Alors, on a une pratique locale qui, à New York, pendant très longtemps, en fait, le locataire payait 15% du montant du loyer annuel en commission. Ces 15% étaient divisés entre son agent, l'agent du propriétaire. Sur Westchester, Connecticut, souvent, c'était le propriétaire qui réglait les commissions des deux agences. Sur New Jersey, j'ai vu un petit peu de tout, notamment souvent le locataire réglait lui un mois de commission. Euh, à New York, ça avait également évolué, dans le sens où vous avez donc toujours ces propriétés qu'on appelait propriétés 15% ou vous aviez 15% de commission. Il y avait de plus en plus de propriétés, ce qu'on appelle no fee. No fee, c'est-à-dire que le propriétaire paye son agent et ne vous demande absolument rien. Si vous avez un agent, vous devez vous le rémunérer, voilà, de manière indépendante. Et eh bien, une nouvelle loi encore est passée, parce que New York aime bien de nouveau protéger les locataires. Et cette loi impose à partir de l'année prochaine, c'est pas encore maintenant actif, ce sera à partir de juin, si la loi n'est pas retoquée, mais il y a de bonnes chances qu'elle passe, qu'elle devienne effective, parce que la loi a été votée et passée. Maintenant, elle impose que l'agent doit être payé par la partie qu'il représente. Ce qui veut dire que le locataire n'aura plus le droit de payer l'agent du propriétaire. Donc le locataire ne paiera plus les 15%. Voilà, tout simplement. Mm. Le locataire maintenant, soit ira en direct vers le propriétaire et son agent ne paiera pas de commission, à ses risques et périls. D'autant plus quand on est étranger, on ne connaît pas, voilà, notamment les baux, les procédures, les délais, ce genre de choses. Soit devra payer son agent, tout simplement. Donc ce qui était voilà, déjà le cas quand on était. En fait, maintenant, si vous voulez, ça veut dire que toutes les propriétés deviendront nos filles. Le locataire devra régler son agent s'il prend un agent. S'il ne prend pas d'agent, il pourra aller en direct vers le propriétaire. Euh, je ne saurais vous compter le nombre de locataires qui nous reviennent parfois quelques jours après avoir signé leur bail, quelques semaines, quelques mois quand ils veulent en sortir, parce qu'ils ont signé des clauses complètement absurdes, parce qu'ils se retrouvent avec des frais complètement délirants, parce que ils ne comprennent pas voilà, comment on rentre dans un immeuble, pourquoi l'immeuble a été refusé, pourquoi ils ont perdu leur caution. Donc voilà, on est sur un marché qui est vraiment différent de la France, avec chacun ses us et coutumes. Donc on ne saurait que trop vous conseiller d'être accompagné. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être mentionné, mais que je vais peut-être mentionner, c'est que le marché américain a cette spécificité, qui est que les agents immobiliers ont accès à l'ensemble des biens sur le marché, tant à l'acquisition qu'à la location. Donc quand vous allez voir Barnes, au tel point que vous allez voir Compass, Douglas Elliman, n'importe quelle autre agence, tout le monde a accès au même pool de biens. Pas besoin d'aller toquer à la porte de chaque agence pour savoir ce qu'ils ont en mandat, parce que tout simplement, tout le monde a accès à l'ensemble des biens sur une plateforme commune. Quelques légendes urbaines ou non.
Je dois être résident américain pour acheter ou louer à New York? Absolument pas. Et c'est d'ailleurs maintenant une discrimination, donc c'est tout à fait illégal pour un propriétaire de dire vous n'avez pas de visa, ou vous venez de Hongrie, du Bangladesh ou du Pérou, donc je ne vous loue pas ou je refuse de vous vendre, c'est illégal. Voilà, le pays d'origine, la nationalité, le statut d'immigration vis-à-vis des États-Unis n'a pas le droit d'être pris en compte pour les transactions immobilières à New York City. Je dois être résident américain pour financer mon achat. De la même manière, non. Ceci étant, ça vous complique un petit peu la vie parce qu'il y a très peu d'acteurs de banque ou de courtiers qui travaillent, qui savent travailler, qui sont autorisés à travailler avec des étrangers. Mais il y en a, donc ça existe. Alors après, évidemment, les taux d'emprunt sont un peu plus élevés, les montants d'apport sont plus élevés, mais on peut tout à fait financer une acquisition en étant français depuis la France. Je dois avoir un credit score pour acheter ou louer à New York. Le credit score, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, aux États-Unis, en fait, on a un historique de crédit. À partir du moment où on a fait un emprunt, on a pris une carte de crédit, ça se traque, ça nous donne un chiffre entre, je sais plus, 400 et 900, quelque chose comme ça. Et donc plus on est haut et plus notre credit score est meilleur. Donc ça veut dire on donne en fait comme un gage au propriétaire ou d'ailleurs à la copropriété que on est voilà, bon repayeur, on a déjà su prendre des crédits, qu'on a respecté nos échéances. Voilà. C'est pas voilà, c'est pas absolument pas nécessairement requis. Certains propriétaires seront très à cheval là-dessus, d'autres le seront pas. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, tant du point de vue du propriétaire ou du vendeur que du point de vue de la copropriété, le cas échéant. Je vais devoir payer des commissions d'agence, mais pas nécessairement, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, on reste quand même maintenant en majorité sur des acquisitions où l'acquéreur n'a pas de payer de commission d'agence. Pour les locataires, il va falloir quand même s'attendre à payer, voilà, toujours à payer au moins un mois si on veut être accompagné. Voilà. Si on veut y aller en cow-boy en pensant qu'on sait et qu'on n'aura pas de problème, à ce moment-là, à New York City, dès l'année prochaine, il n'y aura aucune commission d'agence à payer. C'est pas le cas hein, en dehors. Donc sur Westchester, Connecticut, New Jersey, c'est pas le cas. C'était une loi uniquement new-yorkaise. Je dois payer cash pour acheter ou je dois payer un an de loyer d'avance pour louer. Absolument pas. Vous pouvez donc financer, acheter avec financement. Certaines coops refuseront le financement. Ce qui est d'autant plus intéressant, ou du moins intriguant, quand on est sur des coops où le prix minimum d'entrée est de 10 millions de dollars. Tout simplement, c'est de la cooptation. Ils souhaitent que tous les propriétaires de de cette adresse-là soient ultra riches, donc ils refusent que ces personnes la financent. Voilà. Et donc, comme je l'ai expliqué, pour les locations, vous n'avez pas à payer plus d'un mois d'avance. Pour New York City, un mois de loyer, un mois de caution, potentiellement des commissions d'agence. C'est une loi new-yorkaise. En dehors, Westchester, Connecticut, New Jersey. Vous pouvez potentiellement utiliser cette facilité en rajoutant des mois de loyer ou en rajoutant des mois de caution pour faciliter votre dossier et obtenir une location. Et voilà, ma foi, après 40 minutes de chiffres, on va m'en parler un peu de propriété. C'est une facilité de parler, parfois j'en oublie le temps, et donc je m'en excuse. Mais montrer quelques biens et je vais montrer où et combien. Tout simplement, voilà, on avait l'ambition cette fois-ci de parler un petit peu des grands appartements, des familles d'expatriés qui s'installent avec des enfants. Donc on va vous parler des appartements ou des maisons de plus de 3 chambres et vous montrer où sont un petit peu les écoles françaises voilà, qui comptent, disons, à New York et sur la zone. Donc le consulat a une page à ce stade qui est assez informative et qui vous expliquera les trois types en fait d'enseignement du français à New York. Donc ceux qui sont homologués, ceux qui sont non homologués, et après l'enseignement public, donc qui est pas nécessairement homologué, mais l'enseignement public américain qui propose des programmes dans les langues. Toutes les public schools là, c'est pas du privé, donc il y aura pas à payer. Donc notamment la PS 58 à Carroll Gardens qui est très connue, le Charter School aussi à Harlem qui est très connu également. Donc voilà. Mais pour ce qui est des écoles privées, donc vous avez voilà, un petit contingent sur Manhattan, donc évidemment le lycée français de New York, The École, euh, la, le- la Kennedy School maintenant, qui est devenue Kennedy International,
le Lyceum Kennedy qui vient de passer maintenant Kennedy International School. Il y a une école Nations Unies qui elle est non homologuée. Il y a l'International School of Brooklyn également. Et vous avez donc la FASNY, French American School of New York, qui est à Larchmont dans Westchester, à votre communauté française. Il y a une école aussi franco-américaine à Princeton, New Jersey, donc là on commence à être un peu loin. Et après évidemment, je ne saurais qu'en faire la publicité. Ma petite favorite, French American Academy of New Jersey. C'est là où j'ai voilà, là où j'ai ma fille, avec plusieurs campus. Donc ils ont un campus à Jersey City, à Hoboken et à Englewood, qui couvre une très belle partie du New Jersey, voilà, avec beaucoup d'un enseignement mixte français-anglais et un baccalauréat international. Ils ouvrent le lycée l'année prochaine. Euh, donc donner un petit peu d'ordre des exemples. Des exemples, vous installez, vous voulez trois chambres. Vous voulez vous voulez vous mettre à Manhattan en location, bah, vous voulez louer un appartement à Manhattan, trois chambres. Je vous disais, on va être facilement à 7 000 $. Là, voilà un exemple comme un autre. On est Upper East Side, appartement de trois chambres, trois salles de bain, 150 mètres carrés, quelque chose qui est voilà, correct, sans être forcément ultra luxueux. On est quand même on est sur la 109e, donc on est plus dans la partie nord de Manhattan, mais on est déjà à 8 000 $. Après, vous voulez inversement louer une maison. Donc là, les maisons, on va forcément très rapidement monter en surface. On va rarement avoir voilà, des maisons de ville. Ces maisons mitoyennes sont souvent sur plusieurs étages, 3, 4, 5. Donc on va avoir des grandes surfaces et donc on va très régulièrement monter à Manhattan pour des locations de townhouse très facilement au-delà des 10 000 $, parfois 15, 20, 30, ça monte jusqu'à 5 000 $. Donc là, un exemple, voilà, Murray Hill, pareil, pas le quartier le plus demandé. Voilà, une belle townhouse de belle facture, une 4 chambres, 4 salles de bain, plus de 300 mètres carrés. On sera à 15 000 $. À l'achat, de la même manière, vous achetez une maison ou vous achetez un appartement de trois chambres. Un appartement de trois chambres, là, Tribeca, dans un des meilleurs quartiers de Manhattan. Voilà, un appartement en penthouse avec une terrasse, plus de 300 mètres carrés, on a 4 millions de dollars. On va pouvoir trouver à partir de, allez, mettons 2 millions et demi, 2 millions et demi, peut-être 3 millions, on pourra trouver des appartements de trois chambres plutôt satisfaisants. Pour les townhouse, voilà, townhouse, probablement le quartier le plus sympa de la townhouse, ça reste Greenwich Village. Ici, on a pris un produit plutôt exceptionnel. On est à 10 millions de dollars pour voilà, une townhouse qui a été refaite avec plus de 700 mètres carrés, 5 chambres, 7 salles de bain. Sachez que pour trouver une townhouse sur Manhattan en dessous de 8 millions de dollars, en autant les cas en dessous de 6, ça va être un peu complexe. Il faudra pour cela s'orienter vers Brooklyn. Donc Brooklyn de la même manière en location, si on est proche. Donc là, j'ai pris probablement les quartiers les plus prisés de Brooklyn, hein. Donc on a Dumbo en un et en général Williamsburg arrive en 2. Donc j'ai pas pris l'exemple le moins onéreux, mais là pour voilà, un appartement dans un des meilleurs quartiers de Brooklyn, dans une belle tour, trois chambres de salle de bain, on en sera également à 9 000 $, alors qu'on n'est pas sur Manhattan. On va pouvoir en trouver sur Brooklyn si on s'éloigne un petit peu de l'East River à partir de 5 000 $, 4 5 000 $, on peut en trouver. Townhouse, donc si on est plus on est proche, plus ce sera cher. Ici on s'est éloigné un petit peu, on est arrivé plus au sud de la partie côtière de Brooklyn sur Red Hook. Voilà, une townhouse toute neuve, quatre chambres, trois salles de bain. On est sur des surfaces plus petites hein, parce on est moins monté en étage. On va être à 10 000 $ de location. Une townhouse sur Carroll Gardens, on va arriver à en trouver. Une Carroll Gardens, c'est là où il y a l'école publique américaine avec enseignement français. Où on est aussi à côté de l'International School of Brooklyn qui est juste à côté, école privée homologuée, je crois en partie. On va être voilà, aux alentours, pareil, des 10, 12, 15 000 $. Euh, à l'achat, on va quand même être moins onéreux que sur Manhattan. Ici, on a voilà, un grand appartement, trois chambres, trois salles de bain, vue sur l'eau, donc vue sur l'East River, sur la baie de New York. On va être dans un programme neuf à 3 millions, 3 millions 3. Et une townhouse, comme je vous disais, sur Manhattan, en dessous de 6, 8 millions, ça va être compliqué. Ici, Carroll Gardens, pareil, townhouse refaite, 400 mètres carrés, on est en dessous de 6 millions. On pourra en trouver à partir de 5, 4 millions. On peut commencer à trouver des belles choses, d'autant plus si on va un peu plus vers l'intérieur. Donc, Clinton Hill, Cobble Hill, ce genre de zone, on va pouvoir être entre les 3 4 millions pour des grandes tendances. Le moins cher, on va pas se mentir, le moins cher reste le New Jersey. Le New Jersey, toute la partie côtière le long de l'Hudson River, c'est là où on sera quand même malgré tout le plus cher. Donc vous partez de Jersey City, vous remontez jusqu'à Fort Lee. Donc Jersey City, Hoboken, Weehawken, Port Imperial, North Bergen, West New York, toutes ces parties-là sont quand même, mais particulièrement Jersey City. Hoboken est le plus cher, derrière c'est Jersey City, Weehawken.
Mais bon, vous voyez, ici, on a un appartement de 3 chambres de salle de bain dans le quartier le plus cher du New Jersey, du moins le plus proche de Manhattan, qui est Hoboken, où on va être à 5 000 $ de loyer. Une Tarnas à Jersey City, on va trouver très facilement en dessous de 10 000 $. Sachez que Jersey City et Hoboken, vous avez un métro qui va directement à Manhattan en moins de 10 minutes. Euh, donc on va être voilà, 8 000 $, on va pouvoir en trouver aux alentours de 7 000, 6 000 $. New Jersey, on peut avoir cette fois-ci de la maison individuelle. Maison individuelle, garage, jardin. Donc là, on va s'éloigner. Et là, selon la ville, ça va être vraiment, en fait, la facilité d'accès à New York. S'il y a une gare, par rapport aussi, vous prenez le bus. S'il y a un bus, est-ce qu'il y en a souvent, est-ce qu'ils sont fréquents? Et aussi la notation de l'école. Si l'école publique est très bien notée, à ce moment-là, ce sera plus cher. Donc on a, voilà, il y a des villes, notamment dans le New Jersey, qui sont très reconnues, Morristown, Summit, Englewood ou d'autres, pour en citer quelques-unes. Euh, et Montclair, voilà, Montclair, où là, il y a une alliance française, et aussi, c'est très bien coté. Et vous voyez que pour 9 000 $, on a une très grande maison, quoi. À l'achat, de la même manière, ce sera aussi beaucoup moins cher dans New Jersey que ça le sera sur New York City, Westchester, Connecticut. Donc ici, j'ai pas pris le meilleur exemple, mais j'ai pris probablement un des plus beaux appartements qui soient actuellement en vente. Voilà, Weehawken, fait partie des villes les plus demandées parce que c'est très proche de Manhattan. Vous voyez la vue, on est au bord de l'eau, tout neuf, et on est à moins de 3 millions de dollars pour un appartement de 3 chambres. Et pareil, une famille aussi complètement, une single family, pardon, une maison individuelle complètement rénovée à Englewood, qui a aussi une excellente école, donc une des villes les plus demandées du New Jersey, qui reste à portée de tir immédiate de Manhattan. 4 chambres, 3 salles de bain, 250 mètres carrés pour 2 millions de dollars. Si on repart sur New York, on va aller donc de manière graduelle. Le comté de Westchester va être moins cher que le Connecticut. Le comté de Westchester, qui est le premier comté juste au nord de New York après le Bronx. Ici, donc Larchmont, là où il y a l'école, la French American School of New York. Ici, on va être facilement au-delà des 10 000 $ pour pouvoir louer une maison. Ici, c'est une maison qui est pas tout à fait rénovée, qui est pas extrêmement grande par rapport à d'autres, mais qui reste en fait au centre de Larchmont et proche de la gare. On va être déjà à 11 000 $ de loyer. À l'acquisition, on va trouver voilà, Mamaroneck, donc c'est une maison qui n'est pas rénovée. Mamaroneck, qui est aussi partie du campus de la FASNI. On va être voilà, très facilement au-delà des 2 millions de dollars, on va atteindre 3 millions à partir du moment où ça a été en état rénové. Et si on monte, qu'on va un peu plus au nord, Greenwich, c'est donc juste après, dès qu'on rentre sur le Connecticut, on arrive à Greenwich, et après il y a d'autres villes derrière. Donc qui commencent à s'éloigner de New York, donc on commence à retrouver des tarifs qui vont être équivalents à ce qu'on a sur Westchester. Greenwich est vraiment incandescent en termes de prix. Donc une maison à Greenwich, on va être facilement là des 15 000 $, voire plus. Si on a une grande maison sur New Canaan, donc là qui est vraiment plus loin, à 10 000 $. Ça n'a pas été non plus extrêmement particulièrement rénové, mais c'est une maison. Et on s'est fait plaisir voilà, pour la dernière, avec voilà, à Darien, donc ça c'est une maison, si vous voulez, on est à 600 mètres carrés, 5 chambres, 5 salles de bain sur le Long Island Sound. 7 millions de dollars, c'est une maison qui vaudrait probablement le triple si on était à Greenwich. Mais voilà, plus on s'éloigne mécaniquement et plus on peut trouver des produits qui sont moins onéreux, plus abordables, selon voilà, l'échelle de chacun. Donc, comme toujours, énormément d'informations. On essaye d'en mettre le plus possible, mais chaque famille, chaque personne a son sujet. Donc, il faut voilà, venir nous voir et on en discute de manière très individualisée. Ouais. Merci beaucoup, Yann. Quel est le cahier des charges un peu type, ou les cahiers des charges un peu type des familles qui veulent s'installer à New York en général? Les classiques. Les écoles, j'imagine? Oui, là, c'est vraiment l'école va être. L'école et le travail aussi, mais c'est vrai qu'on voit que le télétravail a tendance à se raréfier. Donc, on a moins cette dynamique qu'on avait avant en disant, ben, on travaillera tous les deux de la maison, donc il nous faut vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de chambres. Dès qu'on commence à augmenter le nombre de chambres, en fait, les prix deviennent vraiment très challengeants, simplement parce que sur New York, du moins sur la ville de New York, l'inventaire, c'est beaucoup de studios, de une chambre, de 2 chambres. Dès qu'on monte dans les 3 chambres ou les 4 chambres, il y avait vraiment un inventaire très faible. Donc, il faut vraiment souvent se mettre à l'extérieur. On a, et donc, effectivement, donc la localisation du travail, l'école des enfants. Et après, on a beaucoup de familles qui viennent avec des animaux de compagnie. Et donc ça aussi, ça complexifie un peu la vie parfois parce qu'il n'y a pas, surtout quand on en a beaucoup.
Les propriétaires sont en général assez vigilants à cet égard. Et après, c'est un arbitrage tout simplement, comme à l'accoutumée, entre budget et localisation, quoi. Et quelle, quelle zone conseillez-vous à l'agence pour des personnes qui veulent absolument vivre dans une maison avec un petit jardin et qui veulent continuer à travailler à Manhattan? On va être, disons, après, c'est plus une appréciation personnelle, mais plus d'une heure de ce qu'on appelle de commute. Donc, si on doit faire plus d'une heure porte à porte entre son bureau et sa maison, ça commence à devenir un petit peu anxiogène. Bien que les New-Yorkais fassent facilement, régulièrement plus. Si on doit le faire tous les jours, ça commence à être beaucoup. Donc, ça limite, en fait, mécaniquement à New Jersey, Westchester, est vraiment la partie la plus proche du Connecticut, parce que même Greenwich, en fait, qui a des trains express, on peut y être en 40-45 minutes, mais le train express, il n'y a pas toute la journée. Si après on commence à s'éloigner, si on va aller vers effectivement New Canaan, Darien, là ça commence à faire loin, on peut facilement dépasser l'heure. Quand on va du côté ouest, donc sur Long Island, c'est pas la même facilité de transport et c'est pas la même, disons la même zone. Il y a moins cette attractivité un petit peu new-yorkaise qu'on ressent quand on reste sur Westchester. Donc Westchester, oui, si on a les moyens, et si on a un peu moins de moyens, à New Jersey. New Jersey, si on peut, voilà, on peut rester tout à fait près de la côte et vraiment à très petite distance de Manhattan. Ou même voilà, quelques petites villes, villages qui sont pas très loin, où là on a des produits très intéressants à des prix beaucoup moins. Enfin, dernière question qu'on a reçue par email en préparation de ce webinaire, c'est à quelle période faut-il s'y prendre pour envisager d'être prêt pour la rentrée 2025 ou n'importe quelle rentrée en général? La rentrée, quand je Donc, parle de fin de l'été, évidemment, la rentrée scolaire. ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un marché qui est extrêmement saisonnier pour les appartements de grande taille ou pour les maisons, parce que tout simplement, effectivement, ces gens-là s'alignent sur la rentrée scolaire. Euh, donc là, en fait, on pourrait se positionner maintenant, mais il y a peu d'inventaire. Très peu de biens sur le marché. En fait, ce sont des biens qui vont revenir sur le marché, Même à l'achat? même à l'achat. Voilà. C'est-à-dire qu'à la location, ils vont revenir sur le marché au début de l'été, fin du printemps, début de l'été. À l'achat, ils vont revenir début du printemps. À partir de février-mars, ça commence à rentrer. Donc là, en fait, il va falloir être potentiellement, en fait, ça dépend comment on se positionne. Soit on est très opportuniste, on se met très en amont et on s'attend pas à une grosse marge de négociation. Soit on attend vraiment la toute fin. Et à ce moment-là, on sera beaucoup moins nombreux parce que beaucoup auront déjà, en fait, trouvé leur bien. Mais voilà, si on veut shooter septembre 2025 sans trop se mettre de stress, à mon sens, il faut prendre attache avec nous en début d'année. Voilà, vers voilà, courant de janvier, c'est bien, histoire qu'on puisse commencer déjà à cadrer le projet. Et d'autant plus si les gens veulent venir. Si les gens veulent venir, c'est bien qu'ils viennent déjà aux vacances d'hiver. Aux vacances de Pâques, ce sera vraiment le moment où il faudra probablement déclencher, quoi. Et si ça n'a pas passé aux vacances de Pâques, il faudra venir au tout début de l'été. Et là, ça va être vraiment le cœur et ça va être un petit peu la foire d'empoigne. Les zones comme Westchester et Connecticut, pour la maison individuelle, on vend au-dessus du prix de marché. Il n'y a aucune négociation. On vend à 102, 103, 104, 105% du prix de marché assez facilement avec de nombreuses offres. C'est moins le cas sur New York. Mais voilà, mais si on veut vraiment être dans une maison individuelle à l'extérieur, il y a une demande qui est très, très forte. D'autant plus à ces périodes-là. Puisqu'on parle de marché, écoute, tu me fais la transition là-dessus. Quelles sont les tendances du marché? Est-ce qu'on peut espérer que ça baisse un peu, en tout cas lorsqu'on est évidemment plutôt acheteur ou loueur, compte tenu de la Euh, petite baisse des taux d'intérêt directeurs, en tout cas? non, non, non. La fenêtre d'opportunité des acquéreurs, c'était l'année dernière. Voilà. Enfin, c'était l'année dernière, du moins cette année, courant de l'année. Depuis la rentrée, depuis septembre, ça a commencé à avoir beaucoup plus d'activité, donc moins de marge de négociation. Euh, Baisse du taux directeur, mais qui s'est pas vraiment traduit dans les faits par une baisse des taux d'intérêt de manière suffisante, de sorte que les acquéreurs soient positionnés. Mais aussi, il faut partir du principe que beaucoup de locataires, de nouveau, ont renouvelé leur bail parce que les taux d'intérêt n'étaient pas encore suffisamment bas. Donc, à partir de l'été prochain, on va avoir une augmentation des prix, à mon sens, qui va être assez forte parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'acquéreurs. Mécaniquement, peut-être que pour la location, je m'attends, parce qu'en général, ça fonctionne à l'inverse. Si les prix à l'acquisition augmentent, les prix à la location baissent. Donc, on s'attend à ce que les locations deviennent un petit peu plus raisonnables par rapport à ce qu'elles ont été par le passé. Et enfin, dernière question qu'on a reçue concernant les programmes neufs. Euh,
Est-ce qu'il y en a beaucoup à New York? Est-ce que vous les recommandez à l'agence? Parce qu'évidemment, il y a des avantages d'acheter dans le neuf, à New York, hein, je parle, Mm, ou ailleurs mm. d'ailleurs. Et tu me permettras de répondre à la question de Luc après, si tu le veux bien, qui est arrivé dans le chat. Ouais, Pour répondre sur les programmes neufs, oui, il y en a de moins en moins parce qu'en fait, la pandémie a mis un énorme coup à la construction, que déjà la construction a été arrêtée, puis les coûts des matériaux ont augmenté. Et après, la ville, il y a un programme d'exemption de taxes foncières, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'appelle 421A, qui donnait en fait la possibilité à un promoteur d'exonérer son bien de taxes foncières pendant 15, 20, 25 ans s'il mettait un certain nombre de logements subventionnés dedans. Donc, ce qui avait vraiment boosté la construction. Ce programme est arrivé à échéance il y a 2 ans. Ils ont essayé d'en remettre un en place, mais ils n'ont pas vraiment réussi. Donc, il va y avoir en fait une pénurie de nouvelles constructions dans les années à venir. Donc, il y a toujours une cinquantaine, soixantaine de programmes neufs sur New York. On est également sur le New Jersey, un petit peu dans le Connecticut, un petit peu dans le Westchester, mais peu. Mais c'est vrai que le gros se concentre sur Manhattan, Brooklyn et le Queens. Donc nous, on fait notre devoir, on va tous les voir tout simplement, et on fait des recommandations à nos clients en fonction de leurs attentes, parce qu'il y a un petit peu il y a à boire et à manger dans tout. Il y en a bien sûr. qu'on valide absolument pas, et après il y en a qui sont plus opportunistes pour de la location, d'autres intéressants pour du pied-à-terre, d'autres pour la vente interne. Donc ça varie, mais c'est intéressant dans le sens où voilà, New York est un inventaire assez vieux et vieillissant. Et les coûts des rénovations est passablement élevé. Une rénovation, même à bas coût, c'est très facilement 200 à 300 dollars du pied carré. Ce qui veut dire 2000 à 3000 dollars du mètre carré. Donc c'est très, très rapidement cher. Donc, ce qui veut dire que quand on a un programme neuf, au moins on sait que pendant 5 ans, on n'a pas vraiment de rénovation à faire à l'intérieur. On n'a pas non plus les parties communes à rénover ou les coûts qui augmentent d'assurance. Donc voilà, on les connaît assez bien et on les recommande toujours. Alors, la Euh, question de Luc, justement, je t'en prie, La Yann, tu question- voulais finir? Voilà, sur la location de maisons en New Jersey, ce qui est le mois de l'année où c'est plus simple de trouver les biens disponibles, bah, c'est de la même manière aussi tout à fait saisonnier. Donc là, si vous regardez en fait en location actuellement en New Jersey, il y aura très peu de choses. Et ils vont commencer à remettre en marché, allez, peut-être à partir d'avril, je dirais, pour de la location. C'est des locations qui vont tourner pendant l'été, souvent en début d'été. Il y a très peu de choses, mais quelqu'un qui arriverait en mars, il va quand même, il va y avoir des offres, il va quand même trouver. Ouais, oui, en mars, ouais, non, en mars sera bien. De la même manière, je pense voilà, qu'on soit à l'acquisition, à la location, c'est bien de prendre attache avec nous probablement au mois de janvier pour qu'on puisse cadrer. Ouais, Comme ça, nous, on garde un œil sur le marché, en fait. Et après, par contre, si on est sur des zones qui sont en flux tendu, soit à l'acquisition en suburbia, soit à la location, quand il y a un bien qui convient, il faut déclencher, quoi. Parce qu'en fait, la fréquence de rotation, enfin, du moins, la rapidité de réaction est telle ne peut pas se permettre d'attendre une semaine pour y réfléchir parce qu'en fait, ce sera déjà parti. ok. Merci beaucoup, Yann Rousseau. Je rappelle que tu es le directeur de Barnes New York. C'était particulièrement intéressant et comme d'habitude, tu as couvert absolument tous les domaines de l'immobilier à New York, quel que soit le sujet, le projet, quel que soit le statut et comment ça fonctionne. Et en plus, on a eu une bonne idée de comment fonctionne aussi le marché. Donc, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Bah, Et le mot de la fin, si tu le souhaites. toujours le même. French District, merci beaucoup. Romain Angeletti, merci beaucoup. Et ben, écoutez, venez nous parler, c'est le plus simple, les conseils sont gratuits. Voilà. Écoute, c'est justement, ça répond exactement à la question de Romain. Non, pas moi, mais un autre. Bonjour, je ne parle pas anglais. Je peux quand même faire appel au service de Barnes? Bah oui, évidemment, puisqu'il parle plus de 10 langues, enfin 10 langues, dont le français. Voilà, Dont le français. Et le serbo-croate, si vous voulez, mais je pense pas que ce soit forcément l'audience de French District aujourd'hui. exactement. À très bientôt, Yann, et merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au Au revoir tout revoir. le monde.